Rougamos. Et oui, la Liga reprend le 13 juin. Enfin un petit peu de foot espagnol. On va revoir Léo Messi, mais surtout on va revoir Thibaut Courtois et Marc-André Ter Stegen. Pour en parler avec nous sur l'émission 100% Gardien, un duo, un petit peu comme Nicolas Wedek et Patrice Loco, notre duo de Nantais, Thomas Bernard. Salut Nico, salut Mel, salut tout le monde. Et Maël. Hola, buenas. Eh oui, bilingue espagnol. Alors, juste avant de commencer sur l'analyse des gardiens, on va parler un petit peu de la situation en Liga après 27 journées. Notre but, ça va être de vous présenter les 7 gardiens, les 8 protagonistes un petit peu de la fin de saison en Espagne. Il y a 2 championnats. On a un championnat en haut de la Liga entre Barcelone et Madrid à 2 points. Donc Barcelone premier, Real Madrid, pardon, désolé Benoît, deuxième, et un championnat pour la Ligue des Champions. Donc 2 places qualificatives pour la Ligue des Champions, 3e et 4e. Pour le moment, c'est Séville et la Real Sociedad qui sont sur ces places. Mais à 5 points, on a Valence. À 2 points, même à 1 point de la Real Sociedad, on a l'Atlético Madrid et on a Retafe pour le moment en Europa League, Coupe de l'UEFA sur les années 2000. Donc on va commencer d'abord par l'analyse en haut du championnat. Et à tout seigneur tout honneur, on va parler de Marc-André Ter Stegen, le gardien de Barcelone. Et pour en parler, on va commencer avec Thomas. Comment tu analyses sa saison pour le moment? En fait, il est dans la lignée de ces saisons précédentes. C'est l'un des meilleurs joueurs avec Léo Messi, avec les Catalans. Après, moi, cette saison, j'ai vu à quelques reprises. Il est toujours aussi phénoménal sur sa ligne. Même globalement, c'est un super gardien. C'est peut-être le meilleur gardien du championnat. Après, il faut en discuter avec Oblak et Courtois. Mais si j'avais un petit défaut à soulever chez lui, ce serait son utilisation assez excessive des sorties en croix. Je m'explique, notamment lors du Classico au Bernabéu, lorsque le Real a gagné 2-0. Juste avant la coupure, hein, c'était, on s'en souvient, c'est le 1er mars, c'était l'avant-dernière journée avant la coupure. Ouais, c'est ça. Donc c'est en fin de match, il me semble, c'est Mariano Diaz qui rentre oui. En fin de match et qui marque. Et c'est Mariano qui est angle fermé et qui tire en fait. Et le ballon normalement n'aurait jamais dû passer. Et là, donc sur cette situation, Ter Stegen a utilisé la sortie en croix. Et en fait, c'était pas vraiment le geste adapté à la situation. Et c'est peut-être le défaut qu'il a. Après, c'est le défaut de beaucoup de gardiens, on va dire allemands, qu'on suivait un peu ce modèle de formation. C'est utiliser à tout bout de champ en fait la sortie en croix, qui est pas forcément nécessaire parce que ça lui fait perdre déjà des fois l'angle est moins bien fermé par moment quand il sort, parce qu'en fait il n'est pas au contact de l'attaquant. Donc quand on sort trop en croix et que t'es pas au contact, c'est pas aussi efficace. Et après, c'est vrai que bon, je fais un peu tatillon. Si je veux vraiment, tu veux chercher un défaut chez Ter Stegen, il faut aller chercher loin quand même. Il faut être très pointilleux. Mais globalement, après, il est excellent. Après, la marge de progression, pardon, aussi pour Ter Stegen, c'est pas que la Liga, c'est la Ligue des Champions aussi. Donc là, après, on sait pas trop comment ça va se dérouler avec les situations actuelles. Mais c'est vrai que ces dernières saisons, on n'avait pas eu. Pour le moment, on est sur une reprise des buts. Donc, comme tu l'as dit, Marc-André Ter Stegen, à chaque fois, quand on parle des fondamentaux dans les gardiens, on parle de Marc-André Ter Stegen peut-être comme le gardien ayant les meilleurs fondamentaux. Voilà, à chaque fois, on le prend en exemple et en particulier que ce soit pour son jeu au pied, pour les appuis hyper toniques, notamment la main opposée face à la phrase disco juste avant la coupure. Néanmoins, c'est vrai que un petit peu comme par moment peut l'être Messi,
on a l'impression qu'il peut s'endormir sur certains matchs importants et ne pas hausser le niveau de jeu pour pouvoir aller, par exemple, on l'avait vu, on avait déjà parlé, Liverpool. contre Liverpool. Voilà, que ta défense se fasse avoir avec le corner, le corner d'Alexander-Arnold ou encore d'autres buts où à chaque fois on a l'impression qu'il subissait l'action, les vagues des Reds. Et c'est vrai que on l'a noté maintenant, il a 27 ans, 28 ans. C'est plus le jeune gardien qui était arrivé en 2015. Je reviens juste, 28 ans. Il a 28 ans, c'est plus le jeune gardien qui est arrivé en 2015. Et c'est vrai qu'on attend peut-être à ce qu'il soit un petit peu plus le leader de vestiaire qu'il ne l'est, même si les Piqué, les Jordi Alba sont encore là. Peut-être qu'il devrait un petit peu plus, et notamment dans les gros matchs, s'imposer. Ouais, c'est le caractère en fait. Et pour un peu symboliser ça, c'est le match face à Liverpool, la remontada de Liverpool, où sur le but d'Origi avec Alexander Arnold qui joue le corner assez rapidement. Tu vois, là, il y a un manque de caractère, il y a un manque de concentration parce que il est pas attentif à la situation et un peu. C'est une situation. Quand tu passes à ta défense, normalement, tu es concentré et tu es plus actif, on va dire. Il faut être vraiment peut-être véhément. En plus, au vu de la situation lors de ce match-là, il fallait peut-être davantage s'imposer et démontrer son autorité, chose qu'il n'a pas vraiment faite. Et après, c'est vrai, c'est vraiment son caractère. Après, je sais pas si c'est la nature qui est comme ça, mais même souvent, quand il fait des arrêts, si tu veux, c'est pas le genre comment dire, à trop démontrer, à être démonstratif lorsqu'il fait un arrêt pour montrer un peu qu'il est présent, notamment vis-à-vis de ses coéquipiers, mais aussi vis-à-vis de ses adversaires. Ça joue un peu aussi ça. Défense d'ailleurs. Oui, voilà, ça joue en fait l'aspect un peu charismatique, on va dire, du gardien. Et c'est peut-être un peu un aspect qui doit un peu progresser, je sais pas, ou améliorer plutôt. Pas progresser, mais améliorer pour aider aussi le Barça à atteindre ses objectifs élevés qui sont remporter toutes les compétitions auxquelles le Barça sont engagés. En effet, donc on est à 31 buts pris, 6e défense de Liga, c'est pas forcément sa faute, mais en effet, on fera attention à ça. Alors maintenant, on va parler de son concurrent direct, Thibaut Courtois. Maël, on a peut-être l'impression qu'on assiste à une renaissance de Thibaut Courtois au Real Madrid. Ouais, il n'est pas encore revenu à son niveau de Chelsea. Où il était vraiment super bon, même pendant la Coupe du Monde, où il est élu parfois pour certains à tort meilleur gardien, mais où il réalise une superbe compétition quand même. Et non, mais l'année qui s'est déroulée, les 27 premiers matchs, où il les a pas tous joués, il en a manqué 3, il me semble, ou 4, mais en tout cas, à part un début de saison encore un peu compliqué sur la suite de l'année dernière, il a fait des matchs très rassurants. Notamment, c'est un peu contradictoire, mais le premier contre le Celta Vigo, il est très très bon, même si après il retombe un peu dans ses travers plus tard dans la saison. Mais on sent qu'il commence à y avoir un déclic, le déclic qu'il fallait, le temps d'adaptation aussi parfois. C'est vrai que le public du Bernabéu est exigeant, que la pression d'être au Real Madrid est assez forte. Et voilà, on peut comprendre qu'il ait mis du temps à s'adapter, mais là, il a vraiment lancé la machine. Donc, comme on le voit, c'est la meilleure défense. Seulement 19 buts encaissés. Tout n'est pas que grâce à lui. Il y a des gardiens qui pourraient faire pareil, je pense, en ayant la même défense. Mais il réalise quand même des super arrêts, des beaux réflexes. Et sa grande taille, l'aide et il s'en sert bien, il sait s'en servir. Et donc, Alors, je pense qu'on est en train de le retrouver. Justement, alors on va pas revenir sur. On a fait tout un podcast sur le mystère Courtois au Real Madrid. C'était juste avant PSG Real. On a l'impression peut-être qu'il y a eu un déclic lors du match face au PSG au Bernabéu, où s'il se fait expulser, je pense que il a une tête dans le seau durant au moins un mois. On a de la chance. Je pense que la VAR lui a sauvé, lui a sauvé un petit peu sa saison, en tout cas son mois d'octobre. Et après,
alors que voilà, ça se passait très bien en championnat depuis le début de saison. Et il restait juste avant la coupure. Et là, je pense qu'on parlait du niveau par rapport à l'Atlético et à Chelsea. Je pense qu'on a vu, tant lors du Classico que face à City, même s'il y a un but où il peut faire mieux, qu'il est vraiment finalement le gardien qui sauve le Real lorsque les défenseurs sont moins bien. Ou en tout cas sont beaucoup plus sollicités que dans un match normal. Bah, en fait, moi, je pense que cette progression, on va dire, depuis son arrivée au Real, ça vient du fait aussi qu'il a digéré en fait son transfert. L'année dernière, c'était très compliqué, notamment sur le plan individuel, sur le plan collectif. Et en début de saison, moi, je trouve que vous êtes assez gentil avec lui. Il n'a pas vraiment fait un super bon début de saison. Je l'ai trouvé excellent, notamment en plus. Je rappelle en Espagne, quand Areola arrivait, il disait bon, peut-être que ça va le pousser, etc. Mais je pense qu'il y a deux fighters qui ont contribué au fait qu'il ait progressé. Et là, tu as évoqué tout à l'heure, Nico, c'est le tournant du match retour face au PSG. Il y a le fait d'être plus être comparé avec Navas. Le fait que Navas soit parti, qu'il soit plus numéro 2, il a plus cette discussion dire pourquoi Courtois il joue et Navas il joue pas, c'est pas normal, il est pas légitime, etc. Donc ça l'a aidé aussi sur le plan mental, psychologique. Parce que je tiens à vous rappeler, comme cette saison, on a souvent parlé de son alors je sais plus quel match où soi-disant il était malade et après ça fait un peu des rumeurs dans la presse comme quoi il supportait pas la pression alors qu'en vrai en définitive c'est qu'il était vraiment malade, mais on sentait le malaise quand même que Ouais, c'est quand il est sorti à la mi-temps. oui, alors je sais plus c'était quel match, mais on sent que ouais, voilà, il y avait un malaise un peu Un match de Ligue des Champions. Ouais, il me semble que c'était la Ligue des Champions. Ouais. C'est un match de Ligue des Champions face je connaissais plus, mais je crois que c'est face au club qui finit 3e. Il n'y avait pas le Dynamo. Alors, il y avait quoi? Il y avait Bruges dans leur poule et l'autre. Ah bah c'était Bruges. Bruges. Ouais, Bruges. C'était Oui, Bruges, pardon. Ouais, Okay. c'est ça. Ouais, mais donc je pense que après le match déclic face au PSG en Ligue des Champions, on a vu un autre Courtois, on l'a retrouvé. Aussi, ça a été aussi influencé par le fait que le Real ait retrouvé un peu une solidité défensive sur le plan collectif. T'as un Ramos qui est revenu très bon, Varane qui a s'est remis un peu à l'endroit après la Coupe du Monde, le milieu de terrain qui a déstabilisé avec Valverde, etc. Donc il y a un ensemble collectif. Et là, tu retrouves le Courtois que tu avais à Chelsea et à Atletico, parce que collectivement, son équipe est costaud. Il n'a pas forcément beaucoup de choses à faire, mais il va être présent. Il y a un peu cette solidité défensive. En fait, Courtois, c'est un gardien qui s'inscrit dans un collectif fort, je pense. Je pense que si Courtois, tu le mets dans une équipe qui subit énormément, par exemple, Courtois, tu le mets au Barça, je pense pas qu'il soit aussi bon que Ter Stegen, parce que défensivement, la structure défensive collective n'est pas aussi efficace. Après, c'est comme mon avis, hein, je vais pas prétendre savoir que Courtois, c'est un mauvais gardien. Au contraire, je dis pas ça. Justement, un grand gardien, c'est un gardien qui est bon dans un très grand collectif. Donc, il a le profil idoine. Mais oui, comme tu disais, donc avant la trêve, là, il enchaînait avant la coupure plutôt. Il enchaînait les bonnes performances et donc depuis cette saison, sur tous les matchs qu'il a joués, c'est 50% de clean sheet. Alors, faut savoir que sur cette stat, au début de saison, il prenait régulièrement des buts. Donc, c'est 19 buts cette saison, il me semble, le Real. 19 buts. Ouais, 19 ça, buts, meilleure défense de Liga. Pas de loin, parce qu'il y en a qui sont pas si loin, avec l'Atlético et Bilbao. Mais en tout cas, voilà, le 31 versus 19 buts pris, 31 pour le Barça et 19 pour le Real, est quand même plutôt intéressant pour Thibaut Courtois. Oui, le Real a revu sa stratégie depuis le départ de Ronaldo. Ils ont mis du temps à s'adapter. Et maintenant, ils s'appuient sur une grosse défense aussi. Ce qui n'est pas forcément le cas du Barça, qui s'appuie encore sur sa puissance offensive, qui lui permet d'avoir des errements défensifs et d'en prendre 2, mais de pouvoir en mettre 5. Alors, en l'occurrence, donc, je pense qu'on a bien présenté Ter Stegen et Courtois, donc deux grands gardiens à la tête des deux gros clubs de Liga. Analysons un petit peu maintenant les échéances que les deux clubs vont avoir. Si on prend le Barça, on a un match compliqué à la 30e journée face au FC Séville, donc qui est 3e. On va en parler juste après. On a un match face à Bilbao, qui est la 3e meilleure défense de Liga,
Donc c'est compliqué, hein, c'est risque de 0-0. Et enfin, à la 33e journée, on a un match face à l'Atlético de Madrid, donc qui avait fait un début de saison plutôt cataclysmique et qui est bien reparti, notamment avec sa victoire face à Anfield. On verra ça. Et enfin, peut-être un match compliqué. Donc c'est un derby face à l'Espagnol Barcelone, qui est en grand danger pour la lutte pour le maintien. Et donc Barcelone aura ce match à jouer. De l'autre côté, le Real aura un match contre Valence qui, même si c'est une équipe très irrégulière, est capable de faire un résultat au Bernabéu. Le derby face à Retafe, la 33e journée, donc Retafe, on va en parler notamment dans la belle génération espagnole en fin de podcast. Retafe donc est 5e et a le même nombre de points que la Real Sociedad, donc ils font une très belle saison. Et enfin donc l'Athletic Bilbao qui s'inscrira peut-être un petit peu comme l'arbitre de ce choc entre le Barça et Madrid. Il faudra aller les battre à San Mamés, la cathédrale, ce qui n'est jamais aisé. Et aussi, il y a la 30e journée, il y a aussi. Exactement, ouais. La Real Sociedad à la 30e journée, tu fais bien de revenir dessus. Donc oui, 2 chocs de suite contre Valence et la Real Sociedad qui est 4e. Et justement, parlons-en de la Real Sociedad avec la lutte pour la Ligue des Champions. En effet, on va parler de plusieurs gardiens qui sont à la lutte, mais on va commencer tout seigneur, tout honneur par donc même si l'Atlético est sur le papier, si vous regardez le classement, ils sont 6e, ils sont qu'à 2 points de la 3e place. On va parler de Jan Oblak qui juste avant la coupure avait fait un match exceptionnel face à Liverpool. Ouais, exceptionnel. Un plus, je dirais. Et moi, cette saison, je trouve qu'Oblak a encore progressé. Vous me direz, c'est fou quand même qu'un gardien à ce niveau progresse. Je dirais pas, il a pas progressé forcément sur le plan technique en tant que gardien de but. Et moi, je trouve ça au niveau de sa personnalité. Avec les départs de Griezmann, Godin, etc. Je trouve qu'il s'est affirmé un peu un rôle de leader. Il a pris du leadership. Il s'est affirmé. Et il a porté à plusieurs reprises, notamment le brassard quand Coquet n'était pas là. Mais moi aussi, l'autre chose qui me fascine chez lui, souvent on parle de ses arrêts exceptionnels, etc., décisifs ou de ses matchs performances. Mais je trouve qu'on ne souligne pas assez, mais ces arrêts, à chaque fois, ils sont faits parce qu'il est super bien placé. Je trouve que c'est un gardien cérébral. C'était peut-être le gardien le plus cérébral, peut-être le plus intelligent actuellement sur la planète football. Je m'explique, en fait, ce que j'entends par cérébral, c'est un mec qui analyse la situation, il s'adapte à la situation constamment et il a en fait une de ses qualités, c'est son observation, bien sûr, et comment il adapte, comment alors le geste de l'attaquant, comment il s'oriente, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Il est toujours bien placé. Même en fait, pour voir comment en fait il réagit par rapport à l'action, c'est voir ses appuis et son positionnement, c'est normalement son buste, son haut du corps. Notamment, il anticipe parfois les balles en profondeur. Et lors de cette situation, vous regarderez qu'il est toujours bien les appuis dynamiques et ses épaules toujours en avant, le corps toujours légèrement en avant pour jaillir, etc. Et moi, ce qui me fascine chez lui, comme j'ai dit, c'est son positionnement, sa faculté à analyser les situations, à vite réagir en fait. C'est analyse, situation, réaction. Tu vois, c'est dans la même fraction de seconde, il y a le prise d'information, réaction. Et je trouve ça c'est fascinant chez lui. Tu vois, il y a beaucoup de gamins qui fonctionnent à l'instinct. Lui aussi joue à l'instinct, mais je trouve que son instinct est davantage affûté parce qu'il analyse super bien la situation à chaque fois. Ouais. C'est clair que c'est pas de la chance, hein, parce que sinon ça viendrait pas aussi souvent. Oui. Et il a continué cette année encore à faire des matchs avec des arrêts incroyables et extrêmement décisifs. On parlait du match en Ligue des Champions contre Liverpool. On parlait de Ter Stegen. Pour moi, Oblak est beaucoup plus souvent décisif que Ter Stegen. Ouais, Dans les gros matchs, il a déjà fait ses preuves de nombreuses fois et
tu sais qu'il va jamais en prendre 4 à Bernabéu, quoi. Tu sais qu'il y a rarement des matchs où il va passer à travers, surtout les grands matchs. Je suis totalement pour renforcer ton propos, Maël. Moi, un truc qui m'a marqué, c'est en début de prolongation face à Liverpool. Donc, il a fait plein d'arrêts. Hein. Je sais plus, je crois, c'est un 13 arrêts, je crois. Il faut Je sais pas exact, mais c'est dans ces zones. Regardez la stat, mais voilà, c'est assez impressionnant. Mais c'est surtout qu'il va faire il va aller chercher le ballon dans sa surface dès le début de la prolongation. Alors qu'on est en field, il pleut, autant vous dire que Liverpool est favori. Voilà, il pleut et pas de match huis clos en Angleterre. Il n'y avait pas de coronavirus début mars, hein, ça n'existait pas. C'est arrivé qu'en avril en Angleterre. Mais du coup, ouais, c'était cette action. Donc comme tu dis, Maël, voilà, il a montré que c'était lui. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être nouveau chez Oblak. C'est vrai qu'on peut. Oui, on peut pas dire qu'il a progressé, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau technique, au niveau du gardien de but. Il est toujours régulier et constant, mais ça aide aussi le leadership et le charisme et la façon dont on insuffle la confiance à ses coéquipiers. Ça joue sur le fait d'être un très bon gardien ou pas. Un très bon gardien aussi, c'est pas. Vas-y, Man. Sur la confiance de la défense aussi, là où c'était le gros point fort de l'Atlético et où en début de saison, ils se sont retrouvés un peu perdus, un peu désorientés parce qu'ils ont perdu quelques cadres. Et c'est clair, comme tu le dis très bien, c'est lui qui a pris le brassard parfois, qui a pris la parole, et c'est lui qui a pris le leadership de la défense, qui est le secteur clé de Simeone à l'Atlético. Et pourtant, tu vois, quand il y avait Godin, etc., c'était pas le genre au Black à être vraiment véhément envers ses coéquipiers. Et là, je trouve qu'en vraiment en une saison, tu vois la différence. Alors après, il faut être un peu plus observateur par rapport à ça, mais tu vois, par rapport à Ter Stegen qu'on a dit tout à l'heure, là, c'est un aspect aussi de progression pour Ter Stegen. Et pour moi, globalement, tout ce qu'on vient de dire sur Oblak, ça fait pour moi, Oblak est peut-être le meilleur gardien, et je pense, le meilleur gardien du championnat. En Espagne, c'est le meilleur. Tous les spécialistes le disent. C'est lui pour l'instant qui est en tête du trophée Zamora, il me semble. Ouais, moi je trouve. Même en Europe, c'est un des meilleurs. Hein. Franchement, tu peux mettre. Même si son jeu au pied, c'est peut-être pas la folie partout. Peut-être que Guardiola ne voudra pas, mais tu le mets partout. Dans n'importe quelle équipe, il sera bon. Il sera bon. N'importe quelle équipe, tu le mets. Alors que tu vois, par exemple, à Courtois, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu le mets au Barça, je suis pas sûr s'il soit aussi bon. Parce que, tu vois, genre, ils ont pris 2 buts de plus que le Real. Et là, j'avais la stat sous les yeux, je vais la retrouver. Et il me semble qu'au Black, il est au moins à 10 arrêts de plus que Courtois. Ouais, et les avantages plus. Ils ont pris 2 de plus, mais en même temps, ils auraient peut-être pu ou dû en prendre beaucoup plus. Oh, il n'y a qu'un autre gardien, ça change tout. Hein. Tout à fait. Donc, et pour continuer sur les gardiens de l'Est, on va maintenant parler d'un gardien dont on parle moins, évidemment, par rapport aux trois autres. Donc, il est pas en Ligue des Champions. C'est Monsieur Tomáš Vaklik du FC Séville, donc le gardien tchèque qui a 31 ans, donc qui vient du FC Bâle avant d'arriver à Séville, et ce qui a également poussé auprès de Rico au PSG. Comment on analyse ce gardien comment ça se fait que finalement Séville est troisième et devant les Atlético et Valence? Séville, c'est pas seulement un bon gardien, c'est ça aussi qui fait la 3e place. C'est qu'il y a un super collectif, ils ont réussi à trouver une bonne entente. Et même si c'est une équipe qui perd vraiment pas souvent, qui a perdu que 6 fois, et donc qui est assez solide et collectivement, qui est vraiment très très forte. Après, ça aide à Diego Carlos. C'est clair. Après, au niveau de Vaklik, c'est une super découverte. Franchement, je le connaissais pas et il n'est pas encore au niveau de Oblak, Ter Stegen, Courtois. C'est seconde zone, on va dire, par rapport à ces gardiens-là qui sont au top. Mais il montre de très belles choses et il est assez complet sur toute la panoplie de ce qu'on peut faire dans les buts, relance, arrêt, sortie. Moi, je trouve que moi j'ai découvert Vaklik avec Bâle
notamment Bâle qui avait joué face au PSG, je sais plus c'est quelle année en phase de poule. Et j'avais suivi un peu là, et Vaclik, il m'avait étonné, il était bon avec Bâle, il est très bon sur la ligne. Moi, je trouve que depuis qu'il est à Séville, il est vachement irrégulier en fait sur ses performances. Euh, je me rappelle, j'avais noté un match cette saison face à Atletico. Il y a eu 0-0. Il a été très bon ce match-là. Et j'avais un peu, pour préparer le match, j'avais un peu lu ce que pensaient un peu les supporters de Séville, ce qu'on pensait. Et souvent, ils étaient un peu frustrés parce qu'il était régulier dans sa performance. Tu vois, c'est un peu gardien capable de t'enchaîner un match où il va te faire 5-6 arrêts exceptionnels. Et un match où il va être bon. Et sur intervention où il va falloir être décisif, il va complètement se louper. Et tu voyais, lors de ce match-là, il était un peu dans une période de doute face à Atletico, où tu voyais au début de match, il était pas très serein. Il y a beaucoup d'hésitation, notamment de ses sorties en couverture dans le dos de sa défense. Il a un peu de temps de retard. Et au fur et à mesure, il a réussi à prendre confiance. Et dès qu'il prend confiance, il peut faire un super match. Et à ce match-là, il y avait Diego Costa qui avait eu un penalty en fin de match. Et il avait enchaîné une double parade magnifique. Donc, il y a Diego Costa qui tire le penalty à mi-hauteur. Il arrête. Il y a Coquelin qui suit immédiatement. Et une fraction de seconde, il va se lever, va cliquer et faire un arrêt réflexe du pied. Qui va sauver en fait Séville de la défaite. Donc ouais, c'est une découverte pour ceux qui n'auraient pas trop vu Vaclik avant, mais c'est un mec qui est vachement irrégulier, qui est irrégulier pour une équipe qui souhaite jouer avec des champions. Donc c'est aussi c'est la deuxième saison à Séville ou sa première, je ne sais plus exactement depuis quand il est arrivé à Séville. Ouais, check ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est un gardien qui doit progresser peut-être encore avec Séville. Notamment si Séville souhaite jouer avec des champions l'année prochaine, peut-être Vaclik devra passer encore un cran et être davantage régulier. Mmh. Bon, ça sera peut-être compliqué. Il a 31 ans, mais on peut toujours progresser à n'importe quel âge. Mais c'est vrai que c'est quand même un gardien, comme vous l'avez souligné, un peu plus mature. Et peut-être qu'il a atteint l'un de ses pics de forme. Un autre gardien qui est mature et qui a déjà connu pas mal de choses dans sa carrière, en particulier une demi-finale de Coupe du Monde, et qui vit une saison un peu compliquée du côté de Valence, c'est Jasper Cillessen. Compliqué, je dirais compliqué parce qu'en fait il est souvent blessé. Et le problème de Valence, c'est que le deuxième gardien, c'est Domenech. Déjà, quand tu penses au nom, t'es pas aidé pour être dans le monde du foot. Mais il est vraiment pas bon quoi par rapport à Cillessen. Il y a vraiment un gap. Souvent, on parle de l'importance du deuxième gardien. Là, le gap entre numéro 1 et numéro 2 est trop important, notamment pour l'équipe Valence qui souhaite jouer à la Coupe d'Europe à fond. Ils étaient en huitième de finale Ligue des Champions face à l'Atalanta et championnat. Donc, Cillessen, quand il n'était pas là, tu le sentais vraiment. Après, moi, je trouve que on a mis sur le slide 39 buts pris, c'est au global, hein, mais c'est vrai que Valence, qui est 7e et qui est quand même un club de Ligue des Champions, être 11e défense avec 39 buts pris, c'est vrai que ça fait beaucoup. Oui, vas-y Thomas. Si Cillessen aussi n'est pas dans sa meilleure saison, j'ai l'impression que ça a toujours été un espoir et je me rends pas compte qu'il a déjà 31 ans, quoi. Ça veut dire c'est à 89. C'est quand il est parti, je pense que c'était un mauvais choix sûrement de partir au Barça parce que il est resté longtemps sur le banc, il n'a pas joué et au final il a jamais confirmé les attentes qui étaient placées en lui. il est bon. Il est bon, mais il est pas exceptionnel, quoi. Oui, il est capable en fait de faire des bêtises, hein. Notamment c'est son jeu au pied. Il sait qu'il est bon au jeu au pied, qu'il est doté d'un bon jeu au pied. Et il est capable de se disperser par moment à vouloir tenter des relances parfois trop compliquées, peut-être, ou trop ambitieux. Mais moi, j'aime bien parfois, mais c'est vrai que des fois, il peut laisser sur la fin. Et en plus, moi, des fois, son attitude, j'aime pas parfois. Même si ça, regardez un que j'aime factuellement, que j'aime bien en tant que style, mais des fois, son attitude un peu, je sais pas si c'est la nonchalance ou un peu du je m'en foutisme. Je saurais pas comment te le définir. Il est hollandais, hein. C'est le charme des Hollandais. Je veux pas faire de stéréotype, mais voilà, c'est les footballeurs hollandais. C'est rigolo. Il joue avec le chewing-gum et tout, un peu.
des fois, quand il prend un but, t'as l'impression qu'il bon, il a pris un but, mais c'est pas grave, quoi. Mais ouais, après, Valence a vraiment été en difficulté cette saison parce que instabilité au niveau du club, défense, comme on l'a dit tout à l'heure, qui n'était pas très stable. Silesen a souvent sauvé la baraque. Il a fait des matchs où il a fait plutôt des bons arrêts, mais par exemple, pour une équipe, tu vois, c'est le genre de gardien qui ne pourrait pas jouer dans des équipes de top niveau. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au Barça, il était numéro 2 et qu'il jouait que les matchs de coupe. Et Ouais. c'était aussi pour ça que les Pays-Bas, ils espèrent avoir avec la génération qu'ils ont actuellement, ils auraient peut-être un autre gardien que Silesen, un gardien un peu plus fort pour pouvoir espérer remporter un Euro ou une Coupe du Monde dans les années à venir. En effet, pour Silesen et comme tu l'avais pour compléter ce que tu as dit, comme tu l'avais noté, Domenech c'est lui qui a joué face à l'Atalanta et on se souvient un peu de son match cataclysmique, notamment son match aller qui a condamné Valence en Italie et Silesen avait beaucoup manqué. Voilà pour la lutte pour la Ligue des Champions avec Silesen, Vaclik et Oblak. Donc à suivre ces trois clubs qui veulent finalement rester en Ligue des Champions, en tout cas qui veulent garder leur place, parce que derrière on a notamment deux clubs avec la Real Sociedad et Retafe, et également un autre gardien un peu chouchou de Thomas dont on va parler, qui correspondent à la belle génération espagnole. Alors en France, on a coutume de dire qu'en ce moment, on a un petit peu une génération creuse. On a nos clubs au top niveau n'ont pas de gardien français, hein, si vous regardez bien. Et donc, en revanche, en Espagne, on peut parler de belles générations. Et on va commencer à l'évoquer, cette belle génération. On va peut-être les prendre dans l'ordre pour finir avec Unai Simon. Alex Remiro à la Real Sociedad qui est 4e. Que penser de ce gardien de 25 ans? C'est une belle surprise, une belle trouvaille. Moi, je t'avoue que je le connaissais pas. On parlera ensuite de David Soria qui lui, c'est pareil, Retafe a fait une bonne saison l'année dernière, mais Alex Remiro, la Real Sociedad, on les attendait pas du tout ici. Et puis ils sont quand même super solides. Et Moi, je trouve que Remiro, en plus, c'est assez rigolo parce que son destin est un peu lié à celui d'Unai Simon. Parce qu'en fait, Alex Remiro, il est formé à Bilbao. Et quand Kepa est parti de Bilbao, souvent, les dirigeants basques l'attendaient pour qu'il remplace Kepa. Et il y a eu des problèmes au niveau des discussions contractuelles. Remiro qui demandait un salaire davantage conséquent. Et par conséquent, l'année dernière, il n'a pas du tout joué. Bilbao, en gros, ils l'ont laissé de côté. Et il a rebondi chez l'ennemi, chez rival plutôt, basque, en allant à San Sebastian. Et cette saison, ouais, il s'est révélé à beaucoup de supporters en Espagne qui disent que c'est l'un des futurs talents pour le poste de gardien de but chez les Ibériques. Mais moi, c'est un gardien un peu dans la tradition espagnole, hein, donc bon jeu au pied, basique. Peut-être sortie aérienne, un peu moins de facilité. Après, c'est vrai que le style du championnat espagnol aussi incite un peu à ce défaut, cette faiblesse plutôt. Parce qu'en Espagne, c'est vrai que c'est par rapport à l'Angleterre ou à l'Allemagne, par exemple, tu as beaucoup de moins de ballons aériens, donc tu es moins sollicité. Et quand c'est pas vraiment ton domaine de prédilection, quand t'es pas souvent sollicité, c'est difficile de progresser. Mais c'est un bon gardien sur sa ligne, un tonique sur ses appuis, etc. Après, je pense que parmi les trois qu'on va évoquer, je pense que c'est le moins fort. Mais après, c'est qu'un avis personnel. Hein. Je dis pas qu'il va faire une moins bonne carrière, mais pour que la Real Sociedad soit là, il est en responsable aussi. Hein. Il a contribué à ce bon résultat. Alors, donc le deuxième, c'est David Soria, donc de Retafe, club de la banlieue de Madrid. Exact. Soria, en fait, lui, il a déjà joué, il a remporté une Coupe d'Europe avec Séville. Il a joué à la finale de l'Europa League en 2016 contre Liverpool. Donc, c'est un mec de Séville. Il a rejoint Retafe en 2018, si je ne me trompe pas. Oui, Oui, j'ai regardé 2018. aussi.
C'est bon. Et donc, un peu pour profil, il fait 1,92 pour 85 kilos. Il a 27 ans, donc parmi les trois qu'on va citer, c'est le plus vieux. C'est le plus vieux. Si on peut dire ça comme ça. Et c'est un gardien qui est très bon au sol, malgré sa grande taille. Et je trouve qu'il est vachement réactif au sol et il a vraiment une dextérité dans ce domaine-là. Là également aussi, c'est pas le genre à faire des grandes sorties aériennes, mais c'est un gardien qui est vachement tonique sur ses appuis, très bon réflexe. Et en plus, le style de jeu de Retafe, on pourrait le comparer à l'échelle de la Liga à celui de l'Atlético Madrid. C'est assez rare quand même pour une équipe espagnole n'est pas un jeu de. Tu as un style de jeu basé sur la possession, la maîtrise du jeu. C'est une équipe un peu plus bloc défensif, compact. On joue le coup de pied arrêté à fond. On est très bon en contre, très bien s'organiser. Donc, il est souvent peut-être moins sollicité par rapport à d'autres équipes en Espagne, même si Soria, c'est sa deuxième saison avec Retafe. Là, il a déjà été été plus souvent sollicité que l'année dernière, par exemple. Donc, il y a quand même une petite évolution de Retafe un peu plus portée vers l'avant parce que maintenant, c'est plus une surprise puisqu'ils sont déjà joués les matchs Europa League. D'ailleurs, ils ont éliminé l'Ajax. Alors, je ne sais plus s'ils sont déjà en Europa League. S'ils sont toujours en course, il faudrait que je vérifie. Oui, je crois qu'ils sont toujours en Europa League. Ouais, c'est ça. Donc, c'est quelque chose à jouer aussi parce que Soria joue à l'Europa League. Donc, c'est un gardien à suivre parce que Retafe a une belle carte à jouer pour créer la sensation. Pourquoi pas voir Retafe club de la banlieue de Madrid en Ligue des Champions, que ça serait énorme. Bien sûr. Ils avaient déjà failli accrocher la Ligue des Champions l'année dernière. Ouais, c'est ça, ils avaient échoué la dernière journée. Alors, je sais plus si ils avaient fini 5e ou. Et comme tu disais, les observateurs espagnols étaient très critiques envers cette équipe par rapport à son jeu. C'était un jeu moche, un peu catenaccio en fait, qui est pas trop dans la culture espagnole. Pas du tout. Et dans un petit stade et tout, mais il y a vraiment une ambiance là-bas et depuis que Soria est là, Retafe va super bien. Donc là, on parle de l'année dernière, de cette année. Ça joue top 5 deux saisons de suite en Espagne, c'est que c'est vraiment un bon gardien. Mais le truc sur cette génération espagnole, c'est que ce qu'on remarque aussi, c'est que dans la Roja, il n'y a que des gardiens qui jouent à l'étranger. Il y a Derrea, Kepa et Pau Lopez de l'AS Rome. Et donc est-ce que Soria va avoir sa chance ou plus tard Simone, on verra bien, mais en tout cas, il n'y a pas de gardien du championnat espagnol en équipe espagnole. Justement, Unai Simon, qui est présenté comme j'ai l'impression, un grand espoir, notamment avec Bilbao, qui est troisième défense de Liga. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce gardien ? Ouais, je dirais que c'est un gardien qui est sur sa ligne, qui est vraiment excellent. Moi, j'avais découvert alors, l'année dernière, en début de saison, ils avaient joué contre le Real Madrid à San Mamés. Et alors, je ne sais pas si c'était son premier match ou c'était un de ses premiers matchs. Il avait fait un match énormissime. Je me rappelle, il avait fait un arrêt en racontra face à Benzema qui était assez spectaculaire. Il a réussi un peu à confirmer, notamment cette saison. Et après, en plus, il a un peu rebondi au niveau mental parce que cet été, en 2019, il a connu des illusions avec la sélection espagnole, même si l'Espagne avait gagné l'Euro Espoir, mais il avait été mis de côté après la première journée face à, alors je sais plus si c'est à l'Italie, il me semble, où l'Espagne était passée complètement à côté du match et Unai Simon avait fait un match catastrophique. Il était responsable sur plusieurs buts encaissés. Il avait été mis de côté et a fini la compétition sur le banc. Donc cet aspect-là aussi, je pense que ça a vraiment contribué un peu à le remotiver, à le piquer au vif. Et souvent, quand j'ai un peu lu des choses sur lui, les gens qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé au quotidien, qui disent c'est une éponge au niveau du travail. Dès qu'il comprend pas quelque chose, il va te demander et il va avoir toujours à la recherche de progresser. Et le formateur de Bilbao mettait un peu en parallèle avec Kepa, qui était un peu moins cette volonté de réussir au haut niveau. Unai Simon était plus déterminé, plus de caractère aussi, même si mon Kepa avec Sarri, on l'a vu, un peu de caractère. Mais ouais, mais c'est vrai qu'en Espagne, souvent on parle de lui comme le futur après De Gea, parce que Kepa, il n'a pas réussi avant à confirmer avec Chelsea, c'est compliqué, etc.
Donc, beaucoup d'observateurs en Espagne disent qu'Unai Simón est amené à perdurer un peu la tradition basque des gardiens en équipe d'Espagne après Zubizarreta, Kepa, etc. Je n'oublie, mais voilà, cette lignée basque chez la Rora. Donc à suivre après, voir après Bilbao qui progresse aussi, puisque pour pouvoir le côtoyer le très haut niveau, il faut jouer les Coupes d'Europe régulièrement, et notamment le must, ce serait la Ligue des Champions, mais commencer par l'Europa League avec Bilbao, ensuite se montrer, etc. Après, je pense qu'il y a certains clubs merengues qui vont, si Unai Simón continue de progresser et que Courtois déclinera un peu, la Florentino qui va prendre son petit jet privé, il va aller à Bilbao et il va discuter. En effet, en effet. Donc très bien pour Unai Simón. Alors juste pour conclure les matchs à suivre. Donc on a évoqué les matchs du Barça et du Real. On vous propose 6 matchs de gardiens importants dans les journées qui viennent. On a Simón versus Oblak. Donc J28, donc pas la journée, la journée qui arrive. La journée qui arrive, donc on reprendra par Betis FC Séville le 13 juin, et ensuite on aura une journée complète les 14 et 15 juin. Courtois versus Silesen, 29e journée. Vaclik versus Ter Stegen versus Oblak, 33e journée. Courtois versus Soria en 33e journée, et Courtois versus Simón en 34e journée. Voilà, vous savez tout sur la reprise des gardiens. Également, regardez peut-être si vous êtes encore plus suiveur de la Liga que nous, regardez la lutte pour le maintien qui sera très serrée dans ce championnat. Merci Thomas, merci Maël pour cette revue des gardiens espagnols. Merci Nico, merci Maël. Et on a hâte de revoir ce magnifique championnat qu'est la Liga. Nous, on se dit à très vite. Évidemment, on va essayer de faire la même chose pour la Serie A et la Première Ligue qui vont également reprendre. Donc voilà, n'hésitez pas également à suivre nos lives que l'on a lancés. On va voir quel match on va faire en live. Et d'ici là, on vous souhaite d'aller la chercher main opposée. À très vite. Salut. Salut.